et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit update lecture de ce que j'ai lu évidemment cette semaine. La pile est ici sur mes genoux, vous voyez elle monte assez haut. En fait on a pas mal de choses à voir comme d'habitude, après tout ça ne change pas grand chose, mais voici la petite pile en question. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les mangas et j'ai lu un second tome de celui-ci, My Dear Detective, aux éditions Ki-hoon. J'avais pu lire le premier tome qui était bien sympathique et quand le second tome est sorti, je me le suis acheté et je l'ai lu assez rapidement. Je vous montre quelques petites planches. C'est ce genre de dessin, donc c'est pas les plus beaux mangas que j'ai, mais c'est assez agréable et voilà, c'est tout à fait correct, il n'y a aucun souci là-dessus. On va suivre donc une jeune fille qui est détective et qui a un petit peu des difficultés à s'affirmer dans son travail étant donné que c'est une femme. Et elle va se retrouver par un curieux hasard, plus ou moins associée, en tout cas aidée par un jeune garçon, un serveur qu'elle va rencontrer un jour dans un café. Et en fait, ils vont former un petit duo qui va résoudre des énigmes, étant donné qu'elle a quand même un certain talent pour cela. Le premier tome m'avait bien plu et j'ai eu envie de poursuivre et de continuer. C'est très agréable à lire. C'est voilà, c'est sympa. C'est pas mon manga préféré, mais je passe un très bon moment avec. Donc que demander plus, je vais pas davantage m'étendre, mais si vous avez envie de tenter des petites enquêtes, des petites énigmes avec deux personnages bien sympathiques, et bien pourquoi pas essayer celui-là. J'ai également lu les deux premiers tomes de ce manga-ci, donc La Gameuse et son chat, le 1 et le 2, c'est aux éditions Doki Doki. Ça faisait un petit moment qu'ils étaient dans ma palle. J'avais le 1 et le 2, j'ai pas la suite, mais j'ai eu envie d'un petit peu tenter et me faire une idée, c'est sympathique. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Kozakura, qui a 29 ans, qui a un travail, mais sa grande passion en fait c'est jouer, c'est faire des jeux vidéo. Elle passe tout son temps libre à ça. Elle est un peu un mystère pour ses collègues parce qu'elle sociabilise très peu. Elle est très efficace dans son travail. Elle ne déborde jamais sur l'horaire, donc elle finit toujours toutes ses tâches à temps pour pouvoir justement se dépêcher de rentrer chez elle et ensuite jouer. Ses collègues ne sont pas au courant. Et un jour, eh bien, un petit chat va être retrouvé, un chaton va être retrouvé et on va demander dans l'entreprise où elle travaille s'il n'y a pas quelqu'un qui souhaiterait tout simplement l'adopter, et elle va par une envie soudaine, elle va se porter volontaire. Elle sait pas trop pourquoi elle s'est portée volontaire, mais voilà qu'elle se retrouve chez elle avec un petit chat et c'est la première fois que ça arrive. Elle sait pas du tout comment agir, comment être, quels sont les besoins du chat. Et elle va un petit peu associer l'éducation de ce petit chat à un jeu vidéo, domaine dans lequel elle est beaucoup plus à l'aise. C'est mignon, c'est sympa, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, mais c'est agréable. Si vous avez l'habitude de jouer aux jeux vidéo, je pense que ça pourrait vous convenir, et si vous aimez les chats, pareil évidemment. Voilà au niveau des dessins ce que ça donne. Il y a des petits moments tout doux bien entendu. Les choses vont être un petit peu difficiles par moments parce que un chaton ça demande de l'attention et cette jeune femme elle a toujours eu l'habitude d'être toute seule et de vaquer à ses propres occupations personnelles, et là elle va devoir évidemment s'occuper d'un petit animal, donc ça change pas mal son quotidien, mais c'est bien agréable. Je vais sans doute poursuivre après, je ne sais pas si je vais investir dans tous les tomes ou si je vais par exemple regarder à la bibliothèque s'il n'y a pas la suite, parce que c'était sympa, mais c'est pas devenu mon manga préféré non plus. Je pense qu'il y a déjà quand même pas mal de tomes de sortie, donc ça me tente bien de les continuer, mais à voir de quelle façon le faire. Voilà pour celui-ci. Alors j'ai lu un Jenny Colgan qui était dans ma palle du printemps déjà. Je l'ai sorti un petit peu en retard. C'est La charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan aux éditions Pocket. C'est donc cette petite saga que je suis à jour. Il y a 4 tomes me semble-t-il, et j'ai clôturé la saga pour le moment parce que je ne sais pas si elle est terminée ou si elle va encore se poursuivre. Mais c'était un petit moment tout doux, bien
bien agréable, ça se lit vraiment très très rapidement, sans problème, c'est du feel good, ça fait du bien, c'est pas prise de tête. Donc ici, on va suivre en fait une jeune femme qui est infirmière, c'est Lisa, et elle a vécu un moment difficile étant donné qu'elle a été témoin d'un accident de voiture assez violent. La victime de cet accident, c'est un jeune homme qui malheureusement ne s'en est pas sorti, et elle réagit très violemment par rapport à ce drame, et sa hiérarchie va lui conseiller d'un petit peu souffler et du coup de faire un échange. Elle habite à Londres et on va lui proposer de se rendre dans la campagne en Écosse, je pense. Oui, en Écosse, et d'échanger sa place justement avec un infirmier qui s'appelle Cormac, qui lui vit en Écosse et s'occupe du village dans lequel il habite pour faire ses soins. Ils vont faire un genre de switch. Lui va venir à Londres pour reprendre son travail pendant une période de 3 mois et elle va aller en Écosse et s'occuper de son travail à lui pendant 3 mois. C'est une façon d'un petit peu faire une coupure pour elle de se changer les idées entre guillemets, de reprendre un petit peu du poil de la bête, d'encaisser ce drame, surtout qu'elle sera amenée évidemment à témoigner par la suite. Elle va être obligée d'accepter cette solution même si elle n'est pas super emballée, et donc elle va se retrouver complètement perdue dans ce petit village qu'on connaît, étant donné que c'est celui qu'on découvre dans les précédents tomes avec les personnages qu'on a déjà rencontrés. Il y a notamment Nina, il y a aussi Zoé et les habitants du village qu'on a déjà pu rencontrer dans les précédents tomes. C'était super agréable de suivre Lisa, de suivre Cormac. C'est vraiment un changement pour tous les deux parce que l'un est habitué à la vie londonienne trépidante, active, avec du monde, avec tout le temps des choses à faire, très peu de calme. Et elle va être projetée dans un petit village où c'est une façon de vivre complètement différente. Et inversement, on a Cormac qui lui a l'habitude d'être dans son village où tout le monde se connaît, où on est et on meurt là. Et lui va être propulsé à Londres dans une vie justement qui est à l'opposé de ce qu'il vit habituellement. Donc c'était assez intéressant d'avoir comme ça le choc entre la campagne et la métropole. J'ai bien apprécié suivre ces personnages. C'est vraiment feel good, c'est un bon moment passé. Il faut pas en attendre plus que ce qu'il en est, mais moi j'apprécie. C'est pas mes lectures favorites, mais de temps en temps ça fait vraiment une petite coupure par rapport à des lectures beaucoup plus prenantes et qui nécessitent plus de concentration. Ici c'est un petit souffle d'air comme ça, c'est léger, c'est bienveillant, c'est agréable évidemment, et ça va toujours aboutir sur une rencontre, sur une histoire d'amour, mais ça passe bien, ça passe vraiment très bien. J'ai apprécié passer du temps avec Lisa d'un côté et avec Cormac de l'autre. Il y a des petits malentendus par moment, mais au final, tout va rentrer dans l'ordre et tout va bien se passer. Voilà, on sait à quoi s'attendre quand on se lance dans ce genre de lecture, mais comme moi, c'est ce que j'attendais et c'est ce que j'avais envie de lire au moment où je l'ai ouvert. C'était parfait. Alors, j'ai terminé hier soir, très tard, un Agatha Raisin. C'est le 10e tome. C'est Panique au manoir, quand les contes de fées virent au cauchemar. C'est de chez Albin Michel toujours et écrit par MC Beaton. Ça fait un moment que vous voyez maintenant les Agatha Raisin qui se lisent très bien comme à chaque fois. Ici on va suivre évidemment Agatha qui a décidé de quitter son petit cottage qui est parti je ne sais plus où dans le Norfolk. Elle va louer un petit cottage. Elle décide de partir pour prendre l'air, pour respirer, pour quitter ses habitudes de son petit village. Elle loue ce petit cottage et assez vite elle va s'embêter. Elle va faire la connaissance de 2-3 dames du village, mais elle accroche pas beaucoup.
Elle va se lancer dans l'écriture d'un livre pour passer le temps, un genre de roman policier. Il y a dans ce village où elle se situe un manoir pas très loin où on a un couple qui réside, un couple pas très sympathique. Elle va s'en inspirer pour écrire ce roman policier. Évidemment, elle va écrire qui va se passer quelque chose de dramatique pour ce couple, pour les personnages qui vivent dans le manoir, et malheureusement pour elle, quelque temps après, évidemment, le châtelain, en tout cas celui qui se fait passer pour le châtelain de ce manoir, va être retrouvé assassiné. Et bien entendu, Agatha va enquêter, la police va s'intéresser à elle et à son roman, étant donné qu'il y a pas mal de similitudes entre la fiction et la situation réelle. Et elle va tout simplement enquêter comme elle le fait à chaque fois. J'ai bien apprécié, de nouveau c'était sympa, ça se lit très bien, c'est rythmé, c'est des petites lectures qui passent toutes seules. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon cosy Mystery préféré, mais pour l'instant je suis lancée dans cette série et un de mes objectifs c'est de la terminer, même s'il y a quand même une 30aine de tomes, donc j'ai encore de la marche, mais je souhaite quand même avancer et découvrir tous les Agatha raisins, parce que malgré tout ça passe bien. De nouveau, c'est aussi ce genre de lecture qui est pas prise de tête, même si l'intrigue est bien construite, parce que j'avais pas soupçonné ce dont il était question. C'est quand même bien amené, c'est pas des choses qui sont trop évidentes. Après moi, quand je lis, je réfléchis pas trop, dans le sens où quand c'est un roman policier, mon objectif de lecture c'est pas de trouver le coupable à tout prix avant le dénouement final. Je me laisse porter. Parfois il y a des livres où c'est vraiment gros comme le nez au milieu de la figure et on sait directement quel est le coupable, donc ça c'est un peu dommage, mais évidemment la majorité des cas c'est pas fait pour que ce soit aussi évident, encore heureux. Et dans ce genre de petit cosy mystery, je trouve que c'est quand même assez bien fait, parce que on suit quelques pistes, il y a des indices qui vont aller vers tel ou tel personnage, et puis finalement c'est des fausses pistes. On est un petit peu guidé de gauche à droite. Plusieurs personnes peuvent avoir un mobile. C'est quand même assez travaillé, c'est pas trop facile à déterminer qui a fait quoi. Et ici, j'avais pas vu venir. Après, quand on a la solution, oui, ça semble évident. Mais en attendant, j'ai passé un bon moment, j'ai apprécié. Bon, Agatha Raisin, c'est pas un personnage non plus que j'apprécie à 100%, parce qu'elle a quand même des attitudes très égoïstes et un peu brutes de décoffrage, mais c'est aussi d'un autre côté ce qui fait son charme et sa personnalité. Il y a toujours l'aspect avec James Lacey, qui est un personnage que moi je n'apprécie pas. On en parle ici, mais un peu plus, avec un peu plus de distance, même si à la fin il y a un retournement de situation inattendu, donc à voir dans la suite. Je suis assez curieuse par rapport à ça. Oui, Agatha, c'est un personnage qui a pas mal de complexes aussi, qui est très attaché à son physique. Parfois, c'est un petit peu trop répétitif et un peu trop dur aussi par rapport à... Elle est un peu trop dure par rapport à elle-même. Mais bon, malgré les petits défauts que cette série comporte, elle est quand même agréable et elle a un petit côté addictif malgré tout, vu qu'à chaque fois j'y replonge. Donc voilà, le 10e tome est lu. J'ai également terminé celui-ci qui est Yenny, la promise du dragon de Nandi Taylor aux éditions Hachette. C'est un livre qui sort aussi de ma palle d'été. J'avance quand même bien dans ma palle d'été. Je crois qu'il y a déjà 5 livres qui sont sortis. Je suis assez satisfaite de ce résultat. Donc dans cette lecture, nous allons suivre Yenny, bien entendu, qui est une princesse de sa tribu qui s'appelle Yirba, et son père est gravement malade. Pour l'aider et pour trouver un remède, Yenny va décider de partir. Elle va partir pour l'Empire Crèche, parce que là se trouve une école de magie, et elle espère, grâce à cette école de magie et aux cours qu'elle va y suivre, pouvoir trouver un remède pour guérir son père. Une fois arrivée sur place, elle a chance beaucoup aussi, étant donné qu'elle vient de sa petite tribu, entre guillemets. Les coutumes sont pas les mêmes. Là, elle est dans une grande cité, une grande ville, il y a beaucoup plus de monde, et elle va très tôt faire la connaissance d'un jeune homme, mi-homme, mi-dragon, qui s'appelle Wesh. Un nom surprenant et
un peu compliqué quand on fait la lecture de ce titre, mais ce personnage va lui affirmer dès leur première rencontre quelle est sa promise, sa prédestinée. Voilà en gros pour le résumé. Donc on suit cette histoire où on a Yenny qui a ses propres ambitions. Elle est magicienne et elle souhaite intégrer cette école, ce qui va pas être une chose aisée. Il faudra quand même passer quelques tests et tout avant de pouvoir l'intégrer. Elle veut absolument y arriver pour, comme je l'ai dit, trouver un remède pour son père qui est gravement malade. Et en même temps, on a cette histoire de prédestinée. Elle, évidemment, elle n'est absolument pas au courant et ça lui semble complètement farfelu aussi, cette idée d'avoir quelqu'un qui est promis, qui est son prédestiné. Et c'est cet élément, moi, où j'ai eu un petit peu de mal, toute cette notion de prédestiné qui est fort présente dans la première partie du roman. J'ai trouvé aussi que le rythme était assez lent dans la première partie. Après, ça va beaucoup mieux et ça accélère un petit peu plus. Le rythme devient plus agréable. J'ai passé un bon moment de lecture globalement, même s'il y a certains petits détails qui m'ont moins plu, comme justement ce problème de rythme au début et puis aussi la thématique de la prédestinée. Mais il y a d'autres thématiques qui m'ont beaucoup plu. Par exemple, j'ai bien aimé tout ce qui concernait le domaine de la magie, tout ce qui concernait la thématique de justement académie, école de magie, les cours à suivre. Ça va parler évidemment de dragons, éléments sympathiques, il va y avoir des rivalités, il va y avoir du mystère. Donc tout ça c'est très très agréable et c'est assez bien construit. Au niveau des personnages, je les ai pas adorés. J'avoue qu'au début, j'ai eu beaucoup de problèmes, de difficultés avec le personnage de Wesh, justement à cause de cette notion de prédestiné, parce qu'il est très autoritaire, il est très possessif avec Yenny alors qu'ils ne se connaissent même pas. Pour lui, je comprends que c'est culturel et que c'est une idée comme ça qui se vérifie dans sa famille, dans sa culture des dragons. C'est comme ça qu'il fonctionne, mais c'est une idée qui est imposée à cette jeune fille qui de un, on n'en a jamais entendu parler, et puis il a un petit côté harceleur quand même au début avec elle, ce qui est très dérangeant. Il ne se remet pas en question non plus. Elle, heureusement, elle a un caractère beaucoup plus affirmé et elle n'hésite pas à le remettre à sa place et ça c'est bien. À ce niveau-là. Après, j'ai bien aimé l'évolution justement du personnage de Wesh parce qu'il va beaucoup se remettre en question. Il va se mettre aussi à la place de Yenny. Il va être très empathique. Il aura beaucoup d'écoute et de compréhension par rapport à sa situation et à sa façon à elle de voir les choses. Donc, très belle évolution par la suite. Yenny, elle a un caractère assez affirmé, mais je l'ai trouvée parfois un petit peu trop changeante au niveau de sa prise de décision. C'est pas un personnage que j'ai adoré. Je trouve que Wesh était beaucoup plus intéressant de par son évolution positive au fil des pages. Alors j'aurais aimé qu'il y ait plus d'informations concernant la magie, parce que moi c'est une thématique qui m'a beaucoup intéressée et finalement elle est fort survolée. On a une histoire qui va parler de romance, bien entendu, mais on s'en doute déjà au vu du titre, la promise du dragon, on se doute qu'il va y avoir de la romance et ça m'a pas dérangée, mais c'est vrai que je l'ai trouvée un petit peu plus présente et du coup tout ce qui était les enjeux ou tout ce qui avait attrait à la magie, par exemple, était un petit peu plus en retrait. J'aurais aimé avoir davantage d'informations et de présence concernant la magie, notamment la magie qui tourne autour de Yenny. On va aussi aborder des questions d'enjeux et de politique par rapport aux différentes tribus qui sont proches de la tribu de Yenny. On nous laisse entendre qu'il y a quand même des tensions et des petits mouvements qui pourraient amener à des
peut-être pas des guerres, mais finalement oui, pourquoi pas, qui pourraient en tout cas créer de fortes tensions. On nous l'explique, on nous fait comprendre que cet enjeu est fort important et c'est pas davantage exploité. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait une suite, mais au vu de mes petites recherches, apparemment il y aura pas de suite. C'est un one shot. Alors j'espère que on va changer d'avis, parce que à mon sens ça nécessite au moins un second tome, parce qu'il y a des choses justement qui sont abordées en surface ici et qui moi m'intéressaient énormément, à savoir toute la thématique de la magie, à savoir aussi tout ce qui concernait les rivalités et les enjeux politiques des différentes tribus. Donc il y a plein de petites choses où moi j'avais envie d'en savoir plus, et là ben, ça se termine assez abruptement et c'est dommage parce que ça me laisse sur ma faim, même si globalement j'ai aimé et qu'il y avait quand même beaucoup de choses aussi que j'ai appréciées malgré les petits éléments qui m'ont moins plu. Alors j'ai également fait la lecture de celui-ci, Sous les étoiles de Bloomstone Manor, c'est de Mary Hochard, c'est aux éditions Casterman. C'est un petit livre que j'ai lu en une journée, j'avais envie et du coup j'avais envie de le sortir et de le découvrir, c'est chose faite. Alors dans cette histoire on va suivre Agathe Langley, qui est une jeune fille de 19 ans et qui étrangement est passionnée par les sciences et précisément par l'astrophysique. Évidemment cette passion déplaît fortement à ses parents qui veulent qu'elle se comporte comme une jeune fille normale en fait, qu'elle soit bien gentille, polie, courtoise et obéissante, et qu'elle fasse un beau mariage et qu'elle prenne son rôle de mère et de maîtresse de maison, point barre. Ici Agathe elle a d'autres passions, d'autres objectifs, et être maîtresse de maison, c'est absolument pas une de ses priorités. Elle a étudié en cachette depuis plusieurs années, étant donné que ses parents sont totalement contre sa passion pour les sciences. Elle a pu étudier de son côté grâce à l'aide de sa gouvernante qui lui a ramené des livres de la bibliothèque. Et un jour, eh bien, toute la famille Langley va être invitée à boire le thé chez un de leurs proches voisins, Lord Stone. Ils vont arriver à Bloomstone Manor, un lieu enchanteur, je peux dire, et cette rencontre, cette visite va complètement changer le cours de la vie d'Agathe. Je n'en dis pas plus pour le résumer. Et c'était très sympathique comme histoire, c'était agréable à lire, vraiment c'est tout doux, c'est aussi une lecture réconfortante, feel good, plein de belles valeurs, plein de bons sentiments, des jolis messages, c'est très confortable. On est ici dans un récit plutôt young adulte, un récit historique étant donné qu'on se trouve en 1898. Agathe et sa famille séjournaient, vivaient à Londres et ils ont quitté Londres pour se rendre à la campagne, donc ça aussi ça les change un petit peu de leur vie mondaine habituelle. On va bien entendu suivre Agathe, comme vous l'avez compris, qui est un personnage super intéressant, très attachant. J'ai beaucoup apprécié Agathe, elle est volontaire, elle est intelligente, elle doit faire face aux difficultés dues à sa condition de femme. Elle ne peut pas trop parler, même si justement elle a l'habitude de s'exprimer un petit peu trop, c'est un problème qui dérange énormément son père. Elle va trouver un petit havre de paix et de compréhension à Bloomstone Manor, où elle va pouvoir s'investir dans sa passion pour la science et l'astrophysique. Je vous dis pas de quelle façon. Ça va parler de sujets tels que le féminisme, évidemment, la condition de la femme. Ça parle d'émancipation, ça parle de science, ça va aussi parler d'homosexualité. Donc c'est ce genre de thématiques qui sont abordées d'une façon très jolie, j'ai envie de dire. C'est très agréable comme lecture, il y a un petit côté cosy, on est bien dedans. Après, c'est assez simple au niveau de la construction, aussi au niveau des personnages, on a clairement d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants, mais ça m'a pas dérangé parce que ça colle vraiment bien à l'atmosphère de cette lecture. Le côté science est quand même pas mal présent. Ce qui est logique vu que c'est une des thématiques capitales de cette histoire. Moi je suis pas une scientifique, j'ai toujours été littéraire. C'est vrai que ces passages m'ont pas superbement intéressée, mais ils sont pas non plus omniprésents dans le roman. Ils nous sont
ils sont abordés, etc., ce qui est logique et cohérent avec le récit, avec la passion d'Agathe, mais on n'a pas non plus un cours d'histoire ni d'astrophysique à chaque page. Mais cet élément est quand même présent, sachez-le. Donc petite lecture très agréable que je peux vous recommander parce que c'est sympa à lire. Ça a un petit côté, c'est trop beau pour être vrai, dans le sens où on a des personnages extrêmement bienveillants, gentils d'un côté, comme je vous l'ai dit. J'ai bien aimé Lord Stone, qui est un personnage très important, mais ça semble trop beau pour être vrai, vraiment. Et même si parfois c'est pas super crédible, on se dit que voilà, le côté réaliste n'est peut-être pas vraiment là, parce que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. C'est pas grave parce que c'est cosy, c'est agréable, c'est réconfortant et ça colle avec le récit, ça colle avec l'ambiance et ça colle avec les personnages, donc ça passe sans problème. Et le dernier roman que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est La Promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi aux éditions Sabran. Je l'ai en relié, je l'ai trouvé en occasion sur Vinted, donc j'étais assez contente. Voilà ce qui ressemble sans la jaquette. Et voilà l'illustration qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai fait cette lecture et c'est une lecture très très spéciale. Vraiment très spéciale. Au niveau de l'histoire, tout d'abord, on va suivre un jeune homme qui, un soir, va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Indigo Castaneda. Et il va y avoir un genre de coup de foudre, ils vont directement accrocher, ils vont développer une grande passion. Quelques jours, très soudainement, quelques jours plus tard, le jeune homme en question va lui demander de l'épouser. Indigo va accepter immédiatement, mais à la seule condition que le fiancé en question ne l'interroge, ne la questionne jamais sur son passé. Lui, il se pose pas plus de questions parce qu'il est vraiment quasiment envoûté, ensorcelé par Indigo, donc il accepte et on va les suivre dans les premières années de leur mariage. Tout se passe bien, mais un jour, ils vont être appelés, on va leur demander de se rendre dans la maison où Indigo a grandi. La maison des rêves, et bien là, tout va changer parce que les secrets que Indigo gardait cachés bien profondément enfouis, eh bien vont ressortir tout simplement. Et là, tout va changer. Ça c'est pour le petit résumé. On est sur un livre qui est pas très épais, il fait moins de 400 pages. C'est un one-shot également, donc pas une série qui commence. Comme je vous l'ai dit, c'était une lecture très particulière et je suis quasiment sûre que c'est une lecture qui ne plaira pas à tout le monde parce que c'est très spécial. Je dirais que c'est un peu une expérience unique de lecture. Moi, c'est un livre qui m'a surpris par son originalité. Et je l'ai lu il y a quelques jours et là encore aujourd'hui, je sais pas vous dire si j'ai aimé ou non. Oui, je pense que j'ai aimé, mais je sais pas vraiment comment me placer. Tellement ce livre est spécial. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a pas laissé indifférente. Ce que je sais aussi, c'est que je l'ai dévoré, que j'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice, l'atmosphère. La plume est très poétique, très enchanteresse. Je l'ai vraiment dévoré, j'étais accrochée, même si au début, quand je l'ai commencé, j'étais un peu perdue dans le sens où je savais pas du tout vers quoi on allait, ni pourquoi on se dirigeait de ce côté-là dans cette histoire. Après, les choses se mettent en place et ça va, mais c'est vrai qu'au début, je savais pas du tout où j'allais et ça ne me dérangeait absolument pas. Moi, je voulais juste continuer cette lecture parce que j'étais vraiment accrochée dedans. On est dans un univers de contes de fées où les contes de fées sont très importants et où on va en parler pas mal. C'est un univers plein de noirceur, plein de mystère et
avec pas mal de côtés malaisants. Ça va parler de choses difficiles, de thématiques très graves, parce que c'est pas un livre feel good, c'est le contraire. Alors je vous note quelques thématiques, mais ça va parler notamment de harcèlement, ça va parler de manipulation, ça va parler de maltraitance, ça va parler aussi d'endoctrinement. Il y aura également la thématique de la prédation sexuelle, ça va parler de meurtre. Ça va parler d'emprise aussi. C'est des thématiques qui sont quand même pas super folichonnes. Donc le côté psychologique est vraiment bien travaillé et fort présent dans cette lecture. J'ai bien aimé cette ambiance, même si elle est très pesante, même oppressante parfois. Comme je vous l'ai dit, il y a des petits côtés malaisants aussi, mais au vu des thématiques abordées, je pense que c'est pas possible de rester léger là-dessus. On plonge dans un univers qui est très spécial, comme je vous l'ai dit, avec des mystères, avec des secrets qu'on va découvrir petit à petit au fil des pages et avec justement le fiancé. Il y a eu des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas. Le côté psychologique est fort présent. On a des personnages je me suis pas attachée spécialement, mais par moments j'ai quand même eu de l'empathie pour ces personnages, parce que on a des personnages qui sont tous les deux torturés. On a Indigo et son fiancé, et ils ont tous les deux des traumas, et ils ont tous les deux vécu des choses difficiles, ce qui explique leur attitude et leur comportement qui est pas complètement sain. Donc j'ai quand même eu de l'empathie, même si je n'ai pas eu d'attachement pour ces personnages, mais dans un sens j'ai pu les comprendre. Donc c'est très bien amené à ce niveau-là. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus pour pas vous dévoiler trop d'informations non plus, mais comme je vous l'ai dit, c'est une lecture très particulière qui ne laisse pas indifférent. C'est une lecture très intéressante. Et j'aime bien aussi ce genre de lecture qui sort un petit peu des sentiers battus qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui nous fait réfléchir et qui nous plonge un petit peu dans la perplexité par moment. J'aime bien aussi avoir ce sentiment de terminer et de dire je sais pas trop en fait, je sais pas ce que j'en ai pensé, mais c'est une lecture qui en tout cas m'a impactée, qui me restera en tête, qui m'a fait passer par différentes émotions, par plein de réflexions, et qui me laisse un petit peu perdue au final. C'est agréable aussi de vivre ce genre d'expérience littéraire. Donc voici un livre qui je sais pas, à voir en fait s'il pourrait vous plaire, mais en tout cas moi je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Ça c'est pour les romans. J'ai lu aussi des petites BD, notamment j'ai continué Voro. Qui est ceci? C'est cette petite série que je vous ai déjà présentée, que moi j'aime beaucoup, c'est de Jane Kukkonen aux éditions Casterman. C'est donc le 5 et le 6, je les ai lus tous les deux. Je trouve que c'est des livres qui valent vraiment la peine, parce que vous voyez, c'est une BD qui fait entre 150 et même parfois 200 pages. J'en ai, il me semble, qui font presque 200 pages. Celui-ci en fait 100, celui-ci en fait 150. Les précédents, je me rappelle plus, mais ça tourne entre 100 et 200 probablement. Eh bien, ce sont des petites BD qui coûtent à peine 12 €. Et l'histoire est super sympa, je vous en ai déjà parlé, mais on va suivre donc cette petite voleuse toujours, Lilia, qui se trouve embarquée dans une aventure qui la dépasse clairement. Il va y avoir des soucis avec une tribu de feu. Il y a des aventures, il y a une quête, il va y avoir plein de choses qui se passent, des rebondissements, un danger qui menace tout le royaume, un petit lien avec cette tribu du feu, et ensuite cette petite fille en fait qui, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était devenir une voleuse dans la guilde des voleurs, place qui lui a toujours été refusée sous prétexte que c'était une petite fille. Et au final, voilà, ses pas vont la mener vers quelque chose de beaucoup plus grand, avec des enjeux beaucoup plus importants, étant donné que la fin du monde va finalement dépendre d'elle d'une certaine façon. Voici au niveau des dessins. C'est un style qui est... Enfin, c'est pas mon préféré, je peux pas vous dire que je trouve les dessins magnifiques, mais j'accroche bien. Et je trouve que le jeu des couleurs est vraiment bien fait. On a des tons soit très froids, soit très chauds.
et j'apprécie vraiment cette série. Il y a 9 tomes si je me souviens bien. Là j'ai lu le 5 et le 6, donc j'aimerais bien poursuivre et clôturer cette série même si je n'ai pas encore les tomes suivants dans ma palle. À voir quand je pourrais aller me les acheter pour avancer et pourquoi pas clôturer. Et dernière chose, j'ai lu La Cité des Secrets de Victoria Ying, le premier tome aux éditions Bande d'Ados, qui est une très grosse BD qui fait elle 250 pages. Je vais déjà vous montrer les petits dessins. Donc on a cette palette de couleurs où on est dans les tons beige très clairement. Et c'est comme ça quasiment tout le temps. Donc on a aussi des tons plus sombres quand c'est la nuit ou ce genre de choses. La seule petite note de couleur, c'est un petit peu la robe de la jeune fille. Mais sinon, vous voyez, on reste principalement sur du beige. Voilà, là la robe de la jeune fille qui est rouge. Voilà, vous voyez un petit peu le style. Donc c'est une petite duologie où on va suivre en fait un jeune garçon qui s'appelle Ever, qui est orphelin. Et on a Anna qui est une riche héritière. Et ils vont découvrir que leur cité qui s'appelle Oscars est menacée. La cité est menacée par le royaume voisin qui compte leur faire la guerre. Et pour sauver leur cité, eh bien, il leur faudra percer les mystères qui entourent justement la cité des secrets. Voilà pour le petit résumé. J'en dis pas plus parce que même au niveau du résumé sur la 4e de couverture, il n'y a pas grand chose qui est indiqué. Donc je pense que c'est fait exprès pour que chaque lecteur découvre cette histoire et j'ai passé un bon moment. Alors c'est un livre qui est très épais, il y a parfois pas énormément de texte, enfin assez souvent en fait, vous voyez, il n'y a pas énormément de dialogue, hein, c'est plus du visuel. Et moi ça m'a beaucoup plu, je trouve que les dessins sont très beaux, très travaillés et expriment plein de choses juste via le dessin, pas besoin de parler. J'ai bien apprécié cette petite histoire, j'ai bien aimé suivre Anna et Ever qui sont des personnages très attachants. C'est de nouveau un roman avec des beaux sentiments aussi. Il y a quand même des petits éléments de surprise parce que il y a des énigmes aussi à découvrir par rapport à la cité des secrets justement, donc il faut un petit peu réfléchir, mais il y a quand même pas mal de facilité, hein. Tout est extrêmement fluide et s'enchaîne sans trop de difficultés. On a cette menace qui gronde, on a d'un côté des personnages très gentils et d'autres des personnages méchants qui font partie justement du groupe des méchants, mais c'était sympa, vraiment c'était sympa à tel point que j'ai eu envie de lire la suite et que je me suis trouvé le second tome sur Vinted et il devrait arriver très prochainement, comme ça je pourrais découvrir la suite et finir cette petite duologie qui est très mignonne, très agréable. Dans le style steampunk, ça m'a fait passer un bon petit moment de lecture au point de vouloir même découvrir la suite, donc je pense qu'il a fait le travail. Voilà pour mes lectures faites, j'ai offert un rapide point sur mes lectures en cours. Alors vous commencez à avoir l'habitude, mais il y a encore et toujours l'Assassin Royal, le tome 3 qui n'a toujours pas avancé. Pourtant j'avais envie, je m'étais dit de l'avancer cette semaine et je l'ai pas fait, c'est pas bien du tout. J'ai toujours le Royaume de Tobin, de Tobin, l'intégrale 1 où je n'ai pas avancé non plus, mais là c'est parce qu'il y a aussi une raison, étant donné que je suis également dans le récit du demi-loup. C'est également de la fantaisie assez dense, avec pas mal de similitudes dans le genre. J'ai peur de mélanger les pinceaux, donc j'ai mis l'accent, ou la priorité en tout cas, sur les récits du demi-loup et j'ai mis celui-là un petit peu de côté pour pas justement être trop perturbée et m'y perdre. Je suis toujours dans Tempête à la Villa, sur la Villa aux étoffes de Anne Jacobs aux éditions 10-18. J'ai avancé, je suis à la page 176, donc j'ai lu ça. Je vais avancer encore plus parce que j'aime vraiment bien cette saga familiale comme je vous l'ai déjà dit en fait.
Du coup, j'ai pas beaucoup avancé dans cette autre saga familiale que j'ai commencé, à savoir la famille Seagrave. Je suis toujours à la page 36. Là aussi, c'est un peu le même principe. Je me suis dit, terminons d'abord Tempête sur la villa aux étoiles, sur la villa aux étoffes, avant de continuer l'autre saga familiale. Je me suis lancée dans Greca, là c'est de la science-fiction, donc rien à voir avec ce qui est déjà en cours. C'est l'acte 1 de Licia Maro aux éditions Inceptio. J'ai lu jusqu'à la page 41, je l'ai commencé il y a pas longtemps et je pense que ça va très très bien se lire. Je compte bien l'avancer pour la semaine prochaine, si pas le terminer même. Et voici la brique dont je vous parlais, récit du demi-loup, l'intégrale 1, où j'ai lu ceci. J'ai dépassé les 200 pages, donc j'ai avancé quand même sur cette lecture, même si pas autant que je l'espérais. Oui, ici en fait j'ai mis les autres titres parce que ce volume 1 contient Véridienne, donc je suis à la moitié du premier tome Véridienne. Après il y a les terres de l'Est et ensuite Fleur au creux des ruines, où là il est tout fin apparemment, il n'y a pas grand chose. Mais c'est psychologiquement, comme ça je sais où j'en suis dans les 3 titres qui forment cette intégrale. Alors, ça c'est une partie de ce qui est en cours, mais j'ai rajouté des lectures parce qu'on n'en a jamais assez. J'ai eu envie de poursuivre dans la série de la malédiction des Dragon's Blood, le tome 5 de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Ça se lit super vite aussi, donc c'est pour ça que, notamment que je l'ai mis dans mes lectures en cours. Ça va se dévorer, ça d'office la semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera terminé. Même avant ça, à mon avis, mais je vous en parlerai dimanche prochain. C'est une petite saga que j'apprécie. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais moi, j'aime bien. Je passe un bon moment, donc voilà, tout simplement. Et j'ai également commencé celui-ci qui est l'été meurtrier d'Oxford, Bûche et Embûche. C'est le 10e tome de ces Cozy Mystery que j'adore. C'est un de mes préférés, je vous en ai déjà parlé. Notamment dans la vidéo mon top 5 des Cozy Mystery que je vous remets quelque part si vous l'avez pas encore vu. Et ça aussi, ça va se dévorer sans problème, je suis sûre, parce que c'est le cas habituellement. Ça se passe à Noël, donc pas trop actuel au niveau de la saison, mais tant pis, j'avais trop envie de me lancer dans cette lecture, surtout que le tome 11 est sorti et je pense, j'avais été me renseigner, mais le tome 12 va sortir au mois d'août et j'ai pas envie de prendre trop de retard dans cette série. Voici pourquoi je me suis lancée dans la lecture. Oh, sinon, au niveau de mes lectures audio, je suis toujours dans celle qui devint Le Soleil. J'ai pas beaucoup avancé, je suis presque à la moitié. J'aimerais bien aussi l'avancer un petit peu. Et sinon, j'ai commencé un Liane Moriarty, je vous en ai parlé, me semble-t-il, dimanche passé. C'est À la recherche d'Alice Love. Là, j'ai avancé parce que j'arrive bientôt à la moitié et ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est pour mes petites lectures en cours. Et du coup, ça veut dire qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, parce que je ne suis pas retournée à la bibliothèque. Il n'y a pas eu d'achat particulier cette semaine, donc voilà. Je peux clôturer ici. C'est bizarre, j'avais l'impression que j'avais encore un truc à vous dire, mais en fait, non. Non, donc je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, bien entendu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse papoter de vos lectures, des lectures que je vous ai présentées ou autres. N'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.